bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour fait partie de cette nouvelle génération d'hommes et de femmes qui se posent désormais comme alternative à la classe dirigeante qui se trouve dans notre pays et sur le continent africain. Il est sénégalais d'origine, en tout cas. Il est le président du nouveau mouvement politique Un autre avenir. Il est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé Un nouveau souffle pour le Sénégal, paru aux éditions Ella. Ibrahima Thiam, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir. Au moment où je préparais notre entretien, je me disais, j'aurais pu ne pas le recevoir parce qu'il aurait dû être sur le terrain en train de battre campagne pour la présidentielle. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à réunir le parrainage nécessaire pour être candidat. Il a donc renoncé. C'est une occasion de lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Tout à fait. J'étais candidat à la candidature. Oui. Il se trouve qu'il fallait disposer de 57 000 signatures de parrains. Oui. Et j'ai recueilli que de 51 000 parrains. Ce qui fait que j'étais pas qualifié. Je ne suis pas qualifié pour aller à la présidentielle. Cependant, ce qu'il faut se dire, je renonce peut-être à la présidentielle, mais pas à mes ambitions politiques. On parlera de vos ambitions politiques dans un instant, mais j'étais en train de me dire en même temps, en disant, à quoi pensait-il alors quand il disait je suis candidat à la candidature, alors qu'il n'est même pas capable de réunir les 58 000 à peu près de parrainage? En fait, je me suis lancé en novembre 2017 en créant un mouvement qui s'appelle Un autre avenir. Oui. Quel était mon handicap? J'ai effectivement un déficit de notoriété. Les Sénégalais ne me connaissaient pas. Mais ce n'est pas parce que les Sénégalais ne me connaissaient pas que ça réduit en fait mon ambition pour mon pays. Oui. J'étais parti, je faisais partie des candidats parce que je voulais montrer aux Sénégalais que le Sénégal tenait beaucoup à moi et que je tiens beaucoup au Sénégal et que je voulais apporter ma pierre à l'édifice. Il est vrai que je n'ai pas réussi ces candidatures, mais j'ai pris date. Oui, vous avez pris date. Disons une chose pour que les téléspectateurs comprennent. Les Sénégalais ne vous connaissaient pas, non pas parce que vous étiez un quelconque anonyme, mais c'est parce que vous êtes parti très tôt de votre pays et que vous avez fait une longue carrière ici en Europe, pas seulement en France, en Italie et dans d'autres pays d'Europe. Et vous êtes un intellectuel de votre pays qui réside à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils ne vous connaissent pas. Effectivement, j'ai un déficit de notoriété du fait que j'ai quitté le Sénégal très tôt. Oui. Je suis venu en France par faire mes études supérieures. Oui. Je suis rentré à l'université de Dauphine. J'ai fait toute ma carrière professionnelle en France. Oui. J'ai été tour à tour chargé de mission à la Commission européenne. J'ai été manager dans une société privée, banquier comme gestionnaire de patrimoine, aujourd'hui secrétaire général. J'ai une longue absence de mon pays, mais néanmoins, j'ai jamais quitté mon pays parce que j'ai été très proche. J'ai toujours participé dans mon pays. J'ai mis en place une association pour l'accompagnement des jeunes en difficulté scolaire dans ma propre ville natale. Et j'ai créé des entreprises, je dirais, au Sénégal. Donc, je ne suis pas tout à fait quelqu'un qui est hors du pays. Oui, et vous aviez l'ambition de redonner, vous me disiez cela quand on a bavardé quelques minutes avant le début de cette émission, que vous aviez l'ambition de redonner à votre pays ce qu'il vous avait donné et ce que l'école sénégalaise vous a donné, entre autres aussi. En fait, je pense que la vie d'un homme est un cheminement. C'est un cheminement. Dans un premier temps, on s'occupe de son avenir. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on est omnibulé par la réussite. Et il arrive un moment où on se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait pour son pays? Je suis arrivé à un stade où, effectivement, je me préoccupe beaucoup de mon avenir et je ne peux pas dire que j'ai réussi, c'est très prétentieux de dire que c'est une réussite, mais je peux dire que je suis arrivé à un objectif où je voulais atteindre. J'ai obtenu un diplôme, je travaille, j'ai des responsabilités. Et je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux apporter pour mon pays? Donc, le deuxième cheminement, c'est de se dire, ben voilà, quel avenir je pourrais apporter à mon pays? Et de ce fait, je conclurai en disant que pour l'homme, il y a d'abord un avenir en soi et un avenir pour les autres. Et c'est pourquoi je me pose, aujourd'hui, je suis dans le deuxième cheminement, quel avenir je peux apporter pour mon peuple. Moi, j'étais en train de me dire, qu'est-ce qu'il est allé chercher dans cette galère?
En général, en Afrique, on a l'impression que pour faire de la politique, c'est pour avoir une promotion sociale. Oui. C'est-à-dire, les gens me posent la question, qu'est-ce qu'il va chercher dans cette galère? Oui. Je comprends tout à fait votre question. Pourquoi? Parce qu'on fait de la politique pour avoir du travail. Moi, j'ai du travail. Aujourd'hui, ce que je veux apporter, c'est que je veux apporter ma contribution. Je me dis que le Sénégal n'attend pas un homme providentiel. Oui. Le Sénégal attend que chacun de ses fils apporte sa contribution. Et je suis dans cette quête de dire que je suis à même d'apporter ma contribution. Ce n'est pas un ego surdimensionné pour vouloir dire que je veux apporter quelque chose. Je veux me positionner. Oui. Et c'est justement dans cet état de fait que j'ai mis en place, que j'ai réfléchi sur un ouvrage qui s'appelle Un nouveau souffle pour le Sénégal. Un nouveau souffle pour le Sénégal, 260 pages. Vous auriez dû tout simplement changer de titre et nous dire « Mes 20 ambitions pour mon pays ». Ça serait allé plus vite parce qu'il y a 20 chapitres dans lesquels vous passez en revue donc tout ce qui vous passe par la tête, les secteurs dans lesquels vous aimeriez voir d'abord votre pays évoluer, ensuite votre pays être le leader dans la sous-région ouest africaine parce que le Sénégal est en Afrique de l'Ouest et pourquoi pas sur le continent. J'ai été très frappé de voir que ça ressemble beaucoup plus à un programme de gouvernance. Non? Non, ce n'est pas un programme de gouvernement, c'est un livre de réflexion. Ah. C'est un livre d'observation et de rencontre. Oui. Où effectivement, je suis totalement opposé à ceux qui croient qu'on peut apporter une solution. Je vois certains candidats dire que nous avons une solution pour le Sénégal. Moi, c'est ce que j'ai voulu mettre, c'est de faire un diagnostic pas très complaisant, mais tout en donnant effectivement des propositions. Pourquoi? Parce que le Sénégal attend que chacun apporte une contribution à l'édifice. C'est un livre où on peut corriger, où on peut apporter ses solutions. Ce n'est pas un livre-programme, c'est plutôt un livre de diagnostic, pas très complaisant, mais également de méthodes pour relever certains défis. Diagnostic, j'aime ce mot parce que en fait, je vous ai soupçonné d'une manœuvre et je vais vous confier ce que, comme ça on va être quitte dessus et je ne garderai pas en moi des mauvaises idées à votre sujet. Je me disais, comment a-t-il pu réussir à faire un diagnostic et peindre tout en noir comme ça pour pouvoir, au milieu de ce chaos extraordinaire, se présenter comme la solution? Non, je ne me présente pas comme la solution. Je présente des propositions. Oui. Et effectivement, aujourd'hui, le Sénégal vit un malaise politique. Parce qu'il faut le reconnaître qu'avant l'ère Macky, le président Senghor, le président Abdou Diouf, le président Abdoulaye Wade nous avaient ancrés dans une culture démocratique, nous avaient ancrés dans une forme d'évolution démocratique. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je sens un net recul, ce qui m'a poussé à réfléchir, de me dire que ce malaise politique est doublé d'un malaise économique. Pourquoi? Parce que le président Macky Sall ne nous rassure pas. Et ce livre est finalement fait pour amener une réflexion, pour dire aux intellectuels africains que chacun, où il se trouve, peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc, il ne faudrait pas avoir ce soupçon-là en disant que ce livre, c'est uniquement pour peindre les choses en noir. Pour être la lumière au milieu du chaos. Non, pour être la lumière au milieu. Je suis tout à fait en déphasage avec cette peinture du livre, parce que ce livre n'est qu'une contribution, n'est qu'une série de réflexions. Il appartient à chacun de nous d'apporter ou de corriger ce qui manque à ce livre. Mais tout à fait, c'est ma contribution personnelle pour le Sénégal. Et cette contribution, donc, je disais, une vingtaine de chapitres, à part les chapitres dans lesquels vous vous présentez d'abord à vos lecteurs et vous expliquez le pourquoi du comment, il est intéressant. J'ai retenu deux choses, pardonnez-moi encore. J'aime bien enlever les pailles qui sont dans les yeux des autres. Je sais que j'ai des poutres, mais quand même, j'essaye de les identifier. J'ai retenu deux gros chapitres et je me suis dit, tiens, j'ai été très déçu qu'il traite en 5 pages à peu près la question de l'environnement et surtout, vous parlez de l'immense scandale qu'il y a. C'est un tas d'ordures, c'est un dépotoir dans votre pays à 40 km à peu près de Dakar. Et vous pointez ça comme un exemple de souci
que votre pays connaît sur le plan environnemental. Et je me suis dit, pour une fois, il aurait dû aller plus loin pour montrer jusqu'où ça peut devenir un scandale écologique. Mais tout est scandale dans ce pays. C'est-à-dire, j'aurais pu consacrer 110 pages pour parler de l'environnement. Parce que quand on voit les immondices qui jonchent nos villes, quand on voit comment dirais-je, les voitures qui sont déposées partout dans la rue, quand on voit effectivement tous les problèmes de santé publique, l'environnement est un problème qu'on peut traiter en 410 pages. Mais dans un livre, malheureusement, on ne peut pas tout traiter. Et effectivement, quand je dis que c'est un livre de réflexion, c'est un livre pour éveiller la conscience des intellectuels que nous devons agir, qu'il est temps d'agir et que ce livre est fait uniquement pour amener les intellectuels à se poser les véritables questions du problème de l'environnement, du problème économique, du problème des rôles de la femme, du problème de l'éducation, du problème de la santé. Vous imaginez bien que j'aurais pu passer toute une vie à parler de ces problèmes-là au Sénégal, parce que ce sont des problèmes patents. Oui, et ces problèmes, vous les exportez hors du Sénégal. Et vous regardez, vous monographiez le continent, et il y a un débat qui passionne l'opinion en ce moment. Ça m'a intéressé. Votre point de vue et votre position par rapport au débat passionné sur sortir ou non du franc CFA. Et à ce moment, je me dis, voici un homme qui a la prétention de diriger le Sénégal, et qui abrite d'ailleurs le siège de la BCEAO, de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, et qui me dit, le débat qu'il y a autour du franc CFA, je n'aime pas ce débat. Je voudrais qu'on y aille pas à pas. Très bien, on peut théoriser, mais il faut qu'on y aille pas à pas. Et je me suis dit qu'il ne veut pas prendre de risque de fâcher ses amis européens. Ce n'est pas le cas. Je ne veux pas rentrer dans un débat purement populaire, porté par certains. Quand j'entends aujourd'hui le vice-président italien dire que l'appauvrissement de l'Afrique est dû uniquement à la France, non, je dirais plutôt que l'appauvrissement de l'Afrique est dû aux orientations économiques de nos dirigeants. Aujourd'hui, je suis tout à fait clair en disant qu'il faudra sortir un jour du franc CFA. En 2070, quelque chose comme ça? Pas du tout. Il faudrait assainir l'environnement. Parce que qu'est-ce qu'il nous faut? C'est qu'aujourd'hui, je pose des actes. Le premier, c'est de dire qu'il faudrait plus que le Trésor public français soit le garant du franc CFA. Il faut aller en Europe. Il faut aller en Europe. Pourquoi? Parce que notre monnaie est arrimée à l'euro et l'euro est européen. Ensuite, il faudrait assainir chez nous les banques centrales. Parce que quand on voit les directeurs de banque sont nommés par nos présidents, et quand on regarde que ce sont des personnes ce sont des dirigeants qui finalement n'ont pas assez d'autonomie, c'est pourquoi je dis que le Sénégal ou l'Afrique doit sortir de l'euro sous certaines conditions. D'abord, adopter un panier de devises auquel on pourra mettre le yen, le dollar et d'autres monnaies étrangères. Ne pas être arrimé uniquement à la monnaie européenne. Ensuite, il faut assainir notre environnement économique. Il faudrait quand même arriver à faire cesser la corruption, à amener les dirigeants d'être autonomes. Et tant qu'il n'y a pas ça, on ne peut pas le faire. Et vous me direz, c'est 2070. Non, c'est lié à la volonté des hommes politiques de demain. Oui, lié à leur volonté. Vous savez que ces hommes politiques ont les pieds et les mains liés. Et comment on fait? Si on ne renverse pas une bonne fois pour toutes. En fait, vous n'avez pas l'âme d'un révolutionnaire, c'est ça? Ou c'est une révolution tranquille que vous aimez? Non, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la révolution? Ce n'est pas de tout chambouler, c'est de partir de ce qui existe pour bâtir quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un, effectivement, qui veut dire qu'il faut tout détruire. Nous avons des fondamentaux solides, il faut s'appuyer et créer effectivement une émulation. Je ne suis pas du tout cette âme révolutionnaire un peu utopiste qu'il faut détruire le système. Non, le système, on ne le détruit pas. Il faut l'adapter et effectivement l'adapter
l'adapter à l'environnement économique. On va revenir au Sénégal parce que c'est le cœur de votre ouvrage. La monographie et le diagnostic portent d'abord sur le Sénégal, à l'intérieur, le changement de l'intérieur pour pouvoir rayonner dans l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas sur tout le continent. Quand on regarde aujourd'hui la course vers la présidentielle, finalement, dans votre pays, il n'y a que 5 candidats qui sont autorisés à aller jusqu'au bout de cette course. Lequel des 5 candidats est capable d'apporter ne serait-ce que des prémices de changement dans votre pays aujourd'hui? Je ne suis pas là pour donner un satisfecit à des candidats. Oui. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un candidat présidentiel qui ne veut pas affronter tous les candidats. Il a fait du parrainage au moins pour éliminer ses adversaires potentiels, ce qui nous a valu de ne pas se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il faut reconnaître que toutes les expressions politiques ne se sont pas exprimées dans cette élection. Il a choisi 5 candidats. Parmi les 5 candidats... C'est pas lui qui choisit quand même, non? Il l'a choisi parce qu'il a instrumentalisé son conseil constitutionnel pour dire « je veux affronter tel ou tel candidat ». Parce que c'est quand même ahurissant, un pays démocratique où en 2019, on parle de pénurie de candidatures. Le Sénégal a toujours, durant ces différentes élections, au moins eu 14 ou 7 candidats. Aujourd'hui, il a réduit ses candidats à 5. Il l'avait prédit. Il n'a fait que conforter la prédiction de son Premier ministre qui disait qu'à l'élection présidentielle, Macky Sall veut faire face à 5 candidats. Et ce qu'il faudrait reconnaître à Macky Sall, c'est que c'est quelqu'un qui est omnibulé pour avoir un deuxième mandat. Or, il se trouve qu'au Sénégal, 9 Sénégalais sur 10 sont contre Macky Sall. Il ne peut pas gagner l'élection présidentielle. Ça n'en donne pas l'air quand même. Si ça donne l'air, c'est que si demain Macky Sall passe, c'est qu'il fera un hold-up, c'est qu'il aura volé les élections. Et c'est pourquoi je me contente de dire ceux qui sont en face de lui, même si demain, je vais être peut-être un peu méchant, même passant en cafard, Macky Sall ne passera pas au premier tour. C'est qu'aujourd'hui, nous avons, malheureusement, on a des candidats qui ont le vent en poupe, mais qui finalement ne proposent pas une réelle alternative aux Sénégalais. Vous n'osez pas dire son nom, vous pensez à Sonko? Ousmane Sonko? C'est pas que je n'ose pas dire Sonko, je n'ose pas dire son nom. Ce qu'il fait est bien, mais ce que j'attends de lui, pour un président de la République, c'est de tracer une vision. Ce n'est pas de montrer une hostilité, de dire... Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe réellement au Sénégal? Le débat politique est très escamoté. On est en train de s'accuser entre candidats. C'est-à-dire on ne propose pas une réelle alternative, on ne propose pas une vision. On nous parle de 94 milliards, de 12 millions, d'Aliou Sall. On est dans une forme d'accusation mutuelle, mais le peuple sénégalais... La vie du Sénégalais elle-même, elle est délaissée pour qu'on est dans des règlements de compte. Ça nous ramène à cet ouvrage, j'aime beaucoup, parce que vous disiez à l'intérieur que... si vous étiez aux affaires, peut-être que ce sera le cas quand on sera en 2024, c'est ça, hein? En 2024, on verra bien. La question que je me posais, c'est, vous disiez à l'intérieur, il faut qu'on arrive à autonomiser, c'est-à-dire à donner tous les pouvoirs au pouvoir judiciaire, parce que tel que c'est fait, ça encourage aujourd'hui tous les problèmes que vous pointez du doigt. Mais ce qu'on pose comme problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme d'instrumentalisation de la justice. C'est-à-dire toutes les décisions de la justice sont vécues sous le prisme d'une certaine connivence politique. Qu'on le veuille ou non, c'est que quand le président de la République avoue lui-même que certains dossiers, il est obligé de les retenir. C'est lui-même qui l'avoue, je ne le dis pas. C'est-à-dire, il est obligé... Quand il dit de les retenir, il veut dire quoi? Vous lisez dans ses pensées, il veut dire quoi? C'est lui qui finalement est le garant de la procédure judiciaire. C'est-à-dire, avec Macky Sall, il a ramené la justice sénégalaise à un néant. Il a réduit toute la justice. Quand on voit toutes les décisions du Conseil constitutionnel, c'est sous les souhaits du prince. Et finalement, Macky Sall est fontaine de toute justice. C'est vrai? C'est vrai. C'est dommage de le dire. Pour un pays
qui a connu, qui a eu le mérite de connaître des hommes valeureux qui l'ont ancré dans une culture démocratique. Aujourd'hui, on a effectivement une certaine déception parce que le Sénégal était le miroir démocratique de l'Afrique. Mais Macky Sall, depuis son arrivée, a réduit la démocratie sénégalaise en néant. Vous ne le portez pas beaucoup dans votre cœur, le président Macky Sall? Non, moi, je n'ai pas un problème d'homme. Je connais plutôt la méthode. C'est à la différence de Sonko qui s'obstine à vouloir effectivement créer une certaine antipathie avec le président de la République. Moi, ce sont les méthodes. C'est-à-dire, je critique les méthodes, pas l'homme. Ces méthodes ne sont pas dignes d'une république. Malheureusement pour vous, en tout cas, on risque vous, en tout cas dans votre pays, vous risquez de l'avoir encore au moins pour un quinquennat, puisqu'il a prévu être réélu au premier tour de la présidentielle. Mais s'il le fait, c'est parce qu'il fait un hold-up. Mais très franchement, Macky Sall est minoritaire dans notre pays, dans tous les sens. Je ne peux pas dire, tout à l'heure je le disais, je ne sais pas quel est le candidat qui va sortir en face de lui, mais Macky Sall ne peut pas sortir au premier tour. Est-ce qu'on peut imaginer que le président ait été obligé d'aller au second tour parce qu'il y a eu une forte pression sur l'organisation de la présidentielle et qu'au second tour, il y ait, on va dire, un front, pardonnez-moi l'expression, du tout sauf Macky? En réalité, qu'est-ce qui se passe? Si on analyse bien, qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'aujourd'hui, on voit un président de la République omnibulé pour un deuxième mandat. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il est en train de couper du ruban partout, d'inaugurer partout des réalisations inachevées. C'est qu'il a une obsession. Les fameux éléphants blancs dont vous parlez dans le livre. Dans le livre, effectivement. Et là, on se pose la question demain, est-ce qu'il ne faudrait pas faire un référendum contre lui? Et la question est importante, mais malheureusement, on l'a fait contre Wade. On risque de le faire contre Macky. Et ça vous retombera là-dessus. Est-ce que c'est productif? Et c'est pourquoi j'attends, parmi les 5 candidats qui sont, je dirais, choisis par Macky, de proposer une réelle alternative politique. Imaginons un scénario inverse. Par extraordinaire, le président Macky n'est pas élu. Il y a un candidat qui arrive. Dans son entourage, quelqu'un lui dit « Tu devrais parler avec Ibrahima Thiam pour qu'il vienne dans notre gouvernement. » Il fait quoi, Ibrahima Thiam? Non, moi, je ne suis pas à la recherche de fonction ou de poste. Aujourd'hui, j'ai mis en branle, j'ai mis en exergue ce que je crois. Ce que je pense qu'il est nécessaire de faire dans ce pays. Je travaille, je n'ai pas encore besoin de fonction. Par contre, je suis tout à fait ouvert et prêt à travailler pour mon pays, à servir mon pays, sauf à travailler avec Macky Sall. Sauf à travailler avec Macky Sall. J'étais en train de me dire, voici des propositions qui sont contenues donc, dans cet ouvrage. En 2024, lorsqu'il va falloir donc trouver un successeur à Macky Sall, est-ce que les propositions contenues dans cet ouvrage seront encore d'actualité? Les propositions seront d'actualité. Pourquoi? Parce que le Sénégal traverse une grave crise économique, politique et sociale. Rien n'est résolu. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est ce qu'on attend aujourd'hui et demain. Donc, ce sont des propositions qui sont, je dirais pas immuables, mais qui sont intactes et qui peuvent servir à la nation sénégalaise. Et votre mouvement, il deviendra quoi? Parce que là, maintenant, je crois que vous l'aviez monté, ce mouvement à la va-vite pour pouvoir porter votre candidature. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le dissoudre? Qu'est-ce qui va se passer? Mais justement, on a monté le mouvement pour effectivement créer un maillage au niveau territorial. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas atteint le bout parce que nous n'avons pas réussi à poser notre candidature. Mais, et je dis mais, c'est parce que nous voulons, à partir de maintenant, prendre date et faire de telle sorte que ce mouvement soit beaucoup plus connu par le peuple sénégalais. Ibrahima Thiam, ce sera ma dernière question. Est-ce qu'en 2024, si Dieu nous prête vie, comme on le dit dans la pure tradition africaine en général, nous risquons de vous croiser encore sur le chemin des candidats, non seulement à la candidature, mais cette fois-ci d'un vrai candidat à la présidentielle? Mais je pense que j'ai 5 ans. J'ai 5 ans pour résoudre 2 choses.
le déficit de notoriété et de visibilité. Donc, il m'appartient de travailler pour montrer au peuple sénégalais que je suis une réelle alternative et je suis quelqu'un qui est prêt pour contribuer au développement de mon pays. Très bien. Ibrahima Thiam, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes donc le président d'un nouveau mouvement politique qui s'appelle Un autre avenir et vous êtes donc aussi l'auteur donc de cet ouvrage un nouveau souffle pour le Sénégal paru aux éditions Ella. On a parlé un peu de vos ambitions pour votre pays, de votre envie de redonner à votre pays donc quelque chose pour lui permettre d'être un des pays phares de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas du continent africain. Mais merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour. Je vous remercie aussi de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer dans votre émission. Très bien. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes. Évidemment, sur Télé-Sud, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.